de Lady Catherine qu'il ne savait comment suffisamment admirer. « Je reconnais, dit-il, que je n'aurais été nullement surpris si sa seigneurie nous avait demandé de prendre le thé dimanche en sa compagnie et de passer la soirée à Rosings. De ce que je savais de son affabilité, je m'attendais plus ou moins à cela. Mais qui aurait pu prévoir une pareille attention? Qui aurait pu imaginer que nous recevrions une invitation à dîner là-bas, de surcroît étendue à tous, si peu de temps après votre arrivée? Je suis d'autant moins surpris de ce qui nous advient, repartit Sir William, que la condition qui est la mienne m'a permis d'acquérir une connaissance de ce que sont véritablement les manières des grands. À la cour, il n'est pas rare de rencontrer des exemples semblables d'un parfait savoir-vivre. Ce jour-là et la matinée qui suivit, c'est à peine si l'on parla d'autre chose que de leur visite à Rosings. Monsieur Collins les instruisit avec soin de ce à quoi ils devaient s'attendre, afin qu'ils ne fussent pas frappés de stupeur à la vue des salles, des serviteurs en grand nombre et du merveilleux dîner. Ne vous tourmentez pas, ma chère cousine, au sujet de votre toilette. Lady Catherine est loin de requérir de notre part une élégance dont la tenue semblable à celle qui leur convient si bien, à elle et à sa fille. Je vous conseille de seulement porter parmi vos vêtements ce que vous avez de mieux. Il n'y a pas de raison de vous mettre davantage en frais. Lady Catherine n'aura pas plus mauvaise opinion de vous parce que vous serez vêtu avec simplicité. Elle tient à ce que l'on observe les distinctions du rang. Tandis qu'elle s'habillait, il vint 2 ou 3 fois à leurs portes respectives leur demander de se hâter, étant donné que Lady Catherine n'aimait pas du tout qu'on lui fît attendre son dîner. Tous ces rapports angoissants sur la dame et ses habitudes terrorisèrent Maria Lucas, qui n'était guère sortie dans le monde. Elle appréhendait sa présentation à Rosings autant que son père avait redouté la sienne à St. James. Il faisait beau. On en profita pour traverser le parc à pied, sur près d'un quart de lieue, une promenade charmante. Tous les parcs ont leur beauté et leur point de vue. Élisabeth vit beaucoup de choses qui lui plurent, bien qu'elle ne pût s'extasier autant que M. Collins l'attendait en présence d'une telle scène, et qu'elle ne fut que médiocrement intéressée par son dénombrement des fenêtres de la façade et son bilan de ce qu'à l'origine Sir Lewis de Bourgh avait dû débourser pour la totalité du vitrage. Lorsqu'ils gravirent les marches du perron qui conduisait au vestibule, la peur de Maria grandit à chaque instant, et Sir William lui-même laissa paraître un peu d'inquiétude. Le courage d'Élisabeth ne lui fit pas défaut. Elle n'avait rien entendu sur Lady Catherine qui la rendit imposante en raison de talents hors du commun ou de vertus miraculeuses. Quant au faste de l'argent et à la grandeur du rang, elle pensait pouvoir en être le témoin sans se mettre à trembler. Une fois dans l'entrée, dont M. Collins souligna avec ravissement les belles proportions et l'ornementation soignée, ils suivirent les domestiques à travers une antichambre jusqu'à la pièce où Lady Catherine, sa fille et Madame Jenkinson avaient pris place. Sa seigneurie, avec beaucoup de condescendance, se leva pour les accueillir. Madame Collins avait obtenu de son mari qu'il lui laissât le soin des présentations. Elles furent donc faites comme il convenait, sans l'embarras des excuses
impressionné par la magnificence qui l'entourait, qu'il trouva seulement le courage de s'incliner jusqu'à terre et de prendre un siège sans prononcer une parole. Sa fille, que la peur mettait près de l'évanouissement, s'assit au bord de sa chaise, ne sachant de quel côté regarder. Élisabeth se découvrit à la hauteur des circonstances et put observer les trois dames devant elle avec calme. Lady Catherine était grande et forte. Ses traits, accusés, avaient pu jadis être beaux. La physionomie n'avait rien d'avenant à sa façon de les accueillir, n'était pas de nature à faire oublier à ses visiteurs l'infériorité de leur rang. Son silence n'en imposait pas, mais à toutes ses paroles, elle donnait un ton d'autorité qui dénotait sa suffisance et aussitôt fit souvenir Élisabeth de ce que lui avait appris Wickham. De tout ce qu'elle put observer dans le courant de la journée, elle conclut que Lady Catherine était exactement semblable au portrait qu'il en avait fait. Quand, après avoir examiné la mère, dans la physionomie et le comportement de laquelle elle eut au fait de retrouver de la ressemblance avec M. Darcy, elle tourna ses regards vers la fille. Elle aurait presque pu partager l'étonnement de Maria à la voir si fluette et si petite. Ni dans la silhouette, ni dans le visage ne se remarquait quelque chose de commun entre les deux femmes. Mademoiselle de Burgh était pâle et maladive. Ses traits n'étaient pas laids, mais insignifiants, et elle parlait très peu, sinon à voix basse, à Madame Jenkinson, dont l'apparence n'offrait rien de remarquable et qui se consacrait entièrement à écouter ce qu'elle disait et à placer un écran devant ses yeux dans une bonne direction. Après qu'ils furent restés ainsi quelques instants, on les envoya tous se placer à l'une des fenêtres pour admirer la vue, à charge pour M. Collins d'indiquer ce qu'il y avait de beau. Lady Catherine eut l'amabilité de leur faire savoir qu'en été, le coup d'œil valait bien davantage. Le dîner fut somptueux. Il ne manquait pas un des laquais, ni aucune des pièces de vaisselle que M. Collins avait promis. Comme il l'avait également laissé prévoir, il prit place au bout de la table, sur l'invitation de sa seigneurie, avec un air qui donnait à penser que la vie ne pouvait lui offrir de plus exaltant. Il découpa les viandes, mangea, se répandit en louanges avec un joyeux empressement. Tous les plats eurent droit à un éloge, qu'il fut le premier à donner. Sir William suivant peu après son exemple. Ce dernier était maintenant suffisamment remis de son trouble pour faire écho à tout ce que disait son gendre, d'une manière dont Élisabeth s'étonna que Lady Catherine pût la supporter. Mais Lady Catherine paraissait se satisfaire de cet excès d'admiration et dispensait ses plus gracieux sourires, en particulier quand on apportait un plat qu'il ne connaissait pas encore. Les convives n'avaient guère de conversation. Élisabeth aurait été prête à intervenir quand l'occasion se serait présentée, mais elle était assise entre Charlotte et Mademoiselle de Burgh. Or, la première ne cherchait qu'à écouter Lady Catherine, et la seconde ne lui dit rien de tout le repas. Madame Jenkinson s'employait surtout à observer le peu de nourriture que prenait Mademoiselle de Burgh, et la pressait de faire l'essai de quelques autres mets, à craindre qu'elle ne fût indisposée. Maria devait considérer toute parole de sa part comme inopportune. Les messieurs se bornaient à manger et à vanter les plats. Lorsque les dames retournèrent au salon, il ne leur resta guère qu'à écouter parler Lady Catherine, ce qu'elle fit sans s'interrompre jusqu'à l'arrivée du café.
donnant son avis sur tout avec tant d'autorité qu'à l'évidence elle n'était pas habituée à être contredite dans ses jugements. Elle interrogea Charlotte sur la tenue de sa maison avec beaucoup de liberté et de curiosité, et ne fut pas avare de ses conseils quant à la manière de s'y prendre dans tous les domaines. Elle lui dit comment tout devait être réglé dans un ménage aussi réduit que le sien, et lui indiqua la manière de prendre soin de ses vaches et de ses volailles. Élisabeth s'aperçut que rien n'était indigne de retenir l'attention de cette grande dame, qui put lui fournir l'occasion de dicter leur conduite aux autres. Dans les intervalles de sa conversation avec Madame Collins, elle posa à Maria et Élisabeth diverses questions, plus particulièrement à la seconde, dont elle connaissait le moins la famille, et qui, fit-elle observer à Madame Collins, était une jeune personne gracieuse et gentillette. Elle lui demanda en différentes occasions combien de sœurs elle avait, si elles étaient plus jeunes ou plus âgées qu'elle, si l'une ou l'autre avait des chances de se marier bientôt, si elles avaient de la beauté, ou elles avaient reçu de leur éducation, quelle sorte de voiture avait leur père, le nom de jeune fille de sa mère. Élisabeth fut sensible à toute l'impertinence de ces questions, mais elle y répondit sans se troubler. Lady Catherine dit alors: « Le domaine de votre père est substitué au profit de M. Collins, je pense. » Se tournant vers Charlotte: « Je m'en réjouis pour vous, sans quoi je ne vois pas de raison pour, dans la descendance, substituer les terres au détriment des femmes. Dans la famille de Sir Lewis de Burgh, ce n'était pas jugé nécessaire. Jouez-vous du piano, mademoiselle Bennet, chantez-vous. Un peu. Vraiment, en ce cas, à un moment ou à un autre, nous nous ferons un plaisir de vous entendre. Votre instrument est de premier ordre sans doute, bien meilleur que... Vous l'essayerez un de ces jours. Vos sœurs jouent-elles, chantent-elles? Une d'elles, oui. Pourquoi n'avez-vous pas toutes pris des leçons? Il l'aurait fallu. Aucune des demoiselles Webb ne joue du piano, et leur père n'a pas un aussi bon revenu que le vôtre. Dessinez-vous? Non, pas du tout. Comment? Pas une d'entre vous? Non, pas une. C'est très étrange, mais je suppose que l'occasion vous aura manqué. Votre mère aurait dû nous emmener à Londres chaque printemps pour profiter de l'enseignement des maîtres. Ma mère n'y aurait pas vu d'objection, mais mon père a la capitale en horreur. Votre gouvernante vous a-t-elle quitté? Nous n'en avons jamais eu. Pas de gouvernante? Comment est-ce possible? 5 filles élevées à la maison, sans l'aide de gouvernante. Je n'ai jamais rien entendu de pareil. Votre mère a dû peiner comme une esclave pour vous donner une éducation. Élisabeth ne put réprimer un sourire en l'assurant que tel n'avait pas été le cas. Mais alors, qui vous a instruite? Qui vous a prise en charge? Sans gouvernante, votre éducation a dû être négligée. En comparaison de certaines familles, je crois que oui. Mais à celles qui manifestent le désir d'apprendre n'ont jamais manqué les moyens de le faire. Nous avons toujours été encouragés à lire et avons disposé de tous les maîtres dont nous avions besoin. Celles qui préféraient l'oisiveté ont certainement été libres de leur choix. Oui, bien sûr, mais c'est précisément ce que peut empêcher une gouvernante. Si j'avais connu votre mère, je lui aurais vivement conseillé d'en employer une. Je dis toujours qu'on n'obtient rien en matière d'éducation sans une instruction continue, régulière, que seule une gouvernante peut donner. Vous seriez étonné d'apprendre combien de familles j'ai pu accommoder sous ce rapport. Je suis toujours heureuse de pouvoir bien placer une jeune personne. 4 nièces de Madame Jenkinson ont, par mon entremise, trouvé à s'établir de la manière la plus agréable qui soit.
L'autre jour encore, j'ai recommandé une autre jeune fille. On m'avait seulement parlé d'elle au hasard d'une conversation. La famille en a absolument été enchantée. Madame Collins, vous ai-je dit que Lady Metcalfe m'avait rendu visite hier pour me remercier? Elle est enchantée de Mademoiselle Pope. Lady Catherine, m'a-t-elle déclaré, vous m'avez donné un trésor. Est-ce que l'une de vos sœurs cadettes a fait son entrée dans le monde, Mademoiselle Bennet? Mais oui, madame, toutes. Toutes? Comment? Les 5 à la fois? Très étrange. Et vous n'êtes que la deuxième. Les cadettes qui vont dans le monde avant que les aînés soient mariés. Vos jeunes sœurs doivent être très jeunes. Oui, la plus jeune n'a pas 16 ans. Peut-être est-ce bien jeune en effet pour sortir souvent, mais en vérité, madame, je pense que ce serait beaucoup exigé des sœurs cadettes de leur refuser leur part de vie mondaine et de divertissement, sous prétexte que les aînés, peut-être, n'ont pas la possibilité ou l'envie de se marier tôt. La dernière née a autant que la plus âgée le droit de goûter au plaisir de la jeunesse. D'en être empêchée pour un pareil motif, ce ne serait pas de nature, je pense, à promouvoir l'affection entre sœurs ou la délicatesse des sentiments. Ma foi, dit sa seigneurie, vous donnez votre avis avec beaucoup d'aplomb pour quelqu'un d'aussi jeune. Quel âge avez-vous, je vous prie? Avec 3 jeunes sœurs déjà grandes, repartit Élisabeth en souriant, madame peut difficilement attendre de moi que je l'avoue. Lady Catherine parut stupéfaite de ne pas recevoir de réponse directe. Élisabeth soupçonna qu'elle était la première à oser prendre des libertés avec tant de hauteur et d'impertinence. Vous ne pouvez avoir plus de 20 ans à coup sûr. Il n'est donc pas nécessaire de cacher votre âge. Je n'ai pas encore 21 ans. Lorsque les messieurs les eurent rejointes et qu'on eut pris le thé, on mit en place les tables de jeu. Lady Catherine, Sir William, Monsieur et Madame Collins s'apprêtèrent à jouer au quadrille. Comme Mademoiselle de Burgh préférait le casino, les 2 jeunes filles eurent l'honneur d'aider Madame Jenkinson à compléter sa table. Elle était d'un suprême ennui. C'est à peine si l'on eût dit un mot qui n'eût pas eu trait au jeu, hormis les instants où Madame Jenkinson émit la crainte que Mademoiselle de Burgh n'eût trop chaud ou trop froid, trop de lumière ou pas assez. L'autre table était beaucoup plus animée. C'était Lady Catherine le plus souvent qui parlait, indiquant les fautes commises par ses 3 partenaires ou contant une anecdote la concernant. Monsieur Collins passait son temps à approuver tout ce que disait sa seigneurie, à la remercier de tous les jetons qu'il gagnait, et s'excuser s'il pensait en gagner trop. Sir William ne disait pas grand-chose. Il engrangeait dans sa mémoire anecdotes et noms ronflants. Quand Lady Catherine et sa fille en eurent assez de jouer, on s'arrêta. La voiture fut proposée à Madame Collins, qui l'accepta avec reconnaissance, et aussitôt ordre fut donné de la mener. Tout le monde alors fit cercle autour du feu pour entendre Lady Catherine décider du temps qu'ils auraient le lendemain. Cette précieuse information fut interrompue par l'arrivée de la voiture, et au milieu de force discours de M. Collins pour exprimer sa gratitude et d'autant de courbettes de la part de Sir William, on prit congé. Dès que leur véhicule se fut ébranlé, Élisabeth fut appelée par son cousin à donner son opinion sur tout ce qu'elle avait vu à Rosings. Pour faire plaisir à Charlotte, elle rendit cette opinion plus favorable qu'elle ne l'était en réalité. Son éloge pourtant, malgré la peine qu'elle avait prise, ne put en aucune façon satisfaire M. Collins, et il fut vite obligé de se charger lui-même du soin de vanter leur hôtesse. Fin du chapitre.